Monsieur le maire. Quoi, monsieur le Voici maire? la liste de ceux qui sont chez nous. Monsieur le maire, j'ai bien cherché partout. J'ai trouvé les feuillets bleus et blancs, mais pas les roses comme vous demandez. Comment? Pas les roses. On les a reçus quand on les a mis en circulation en 1894, en remplacement des bleus, justement. On peut bien utiliser les bleus. C'est la guerre. On se fiche de la couleur. Ben non, justement, c'est la guerre. Et la couleur du papier peut être fondamentale. Avec les feuillets blancs, ceux de l'armée active et les réservistes qui ne sont pas de Goussainville, mais qui résident chez nous actuellement. Ils prennent gratuitement le train pour rejoindre directement leur régiment. Avec les papiers bleus, ceux de la territoriale, les plus vieux, ils pouvaient rentrer chez eux et attendre qu'on les appelle. Mais ça fait belle lurette qu'ils ont prévu le pire. Alors ils ont supprimé ces bleus pour les remplacer par les roses, pour que eux aussi partent directement sans repasser par chez eux. Et c'est moi qui dois signer et distribuer tout ça. Ben alors, on fait comment? Gézé, elle s'était glissée derrière le tiroir du grand meuble. Eh ben, distribuez-les pour que je les signe. Et vous, mon vieux, allez prévenir Blavet, le maréchal Ferrand, qui doit partir avec tout son matériel. Tout est réquisitionné. Valable jusqu'au 30 juin 1888 et donnant droit au transport gratuit sur les chemins de fer. Armée active réserviste de la classe de 1878, régiment d'artillerie de corps stationné à Laon, numéro au répertoire du corps 0109, 11e batterie. Le ministre de la Guerre ordonne au soldat Bertrand Julien, domicilié à Marais en France, canton des Coins, département de Seine-et-Oise, de se présenter, porteur du présent titre, à l'Agère, au dépôt du dit corps, le deuxième jour de mobilisation, avant 4h24 au soir, au plus tard. Ce militaire n'est prévenu que, en cas de mobilisation de sa classe portée à la connaissance des populations par voie d'affiche ou de publication sur la voie publique, il devra se mettre en route sans attendre aucune notification individuelle et devra se présenter à la gare de Louvre le deuxième jour de mobilisation avant 7h48 du matin. S'il ne se rend pas à destination au jour fixé, il sera poursuivi et puni suivant la rigueur des lois et règlements. Julien, qu'est-ce que tu fais? Les autres, ils sont en route. On a encore du temps. Maman, je regarde encore une fois ce que je dois faire. Il nous faut ça en pleine moisson. Elles sont presque finies. Et on sera bientôt rentré, t'inquiète pas. Tiens, je t'en ai mis plus que pour un jour. On sait pas ce qu'il y aura là-bas. Et là,
septembre 1914. Le maire de Goussainville à monsieur le sous-préfet. Pendant toute la nuit du mercredi 2 septembre au jeudi 3, nous eûmes à Goussainville un passage continuel des troupes venant de pays situés au-dessus du nôtre. Aussitôt, les habitants furent pris de panique et prirent leurs dispositions pour déménager. Cette panique s'accentua lorsqu'on apprit que le dernier train sur le chemin de fer devait avoir lieu vers les 10 heures. Je fis transporter de concert avec la famille une femme accouchée depuis 2 jours à ce dernier train. Ce convoi se dirigea vers Paris. Tous avaient un but, un lieu de retirance. Le soir, il ne restait plus à Goussainville que le facteur receveur, monsieur le curé, moi-même et quelques habitants qui attendaient l'ordre de départ. La journée de jeudi se passa sans incident, mais dans la soirée, les troupes venant du côté de Paris vinrent camper à Goussainville dans la nuit de nouvelles troupes. Comme presque toutes les maisons étaient inhabitées, ouvertes ou fermées, il y eut pillage, surtout dans les caves. Le lendemain, vendredi 4, je fis, après le départ de ces troupes, un tour dans le pays. J'y constatai du pillage un peu partout. Depuis dimanche, quelques habitants rentrent à leur domicile et sont navrés. De concert avec l'autorité militaire, nous prenons des mesures pour nettoyer et désinfecter. La confiance renaît. L'arrêt du chemin de fer avait été une des causes principales de ce départ furtif. Croyez, etc. Le maire David. PS. Je prends et je porte à l'attention de monsieur le sous-préfet la conduite du facteur receveur Valmal, du posteur de dépêche Baudry et de monsieur le curé qui n'ont pas quitté leur poste 1 minute. Madame Dubar, née Marguerite. 35 ans, marchande de vin, épicière et buraliste à Goussainville. J'ai quitté le 2 septembre au soir, je suis restée 3 semaines absente. Cependant, peu après mon départ, j'ai appris que ma maison avait été pillée. Dans la boutique de l'épicerie et du logement, du linge a été volé. Des articles de mercerie sortis du tiroir, jetés à terre, piétinés, rendu de ce fait invendable. Vu le dégât que j'ai eu à supporter pendant qu'on en a fait évacuer le pays, je vous envoie la liste des choses que j'ai perdues qui ont été constatées par les gendarmes de Gonesse. 6 pièces de vin et 300 bouteilles. Si vous voulez être assez obligeant pour prendre connaissance afin que je sois dédommagé, il m'est impossible de dire qui a fait cela. Lecture faite à Sinésie. Madame Mermilleux, Janine, 65 ans, la ferme des Loups. Un rasoir et accessoires. Les journées 3, 4, 5 septembre, Une marmite, 8 francs. une quantité de... 5 francs. 4 casseroles à Il est passé une innombrable quantité 15 d'argent. kilos de vermicelle. 15 Je kilos de suis partie le 6 au matin et je suis rentrée le 7 dans la matinée car j'étais souffrant. C'est en mon retour que j'ai aperçu les dégâts que j'ai eus. Et j'ai écrit à monsieur le sous-préfet. J'ajoute que chez mon fils, il a été pris dans la ferme 800 gerbes d'avoine environ et dans le hangar, dans les champs, 1200 gerbes d'été non battues comme l'avoine. Ces gerbes ont été prises par des détachements pour leur couchage. Et la paille est restée éparpillée dans les champs. Et l'on m'a dit que ceci ne peut être considéré comme fait de pillage. Lecture faite à signer. Madame Balancier, née Félix Élise, 53 ans, marchande de vin, épicière à Goussainville. Je suis partie le 3 septembre à 6 heures et rentrée le 9.
Pendant mon absence, ma maison a été mise à sac. 3 panneaux de porte sont disjoints. Sur une autre, de même. Dans une chambre, les toises de pesée de 3 cm de longueur ont été faites, ce qui a permis d'ouvrir. Du vin, des liqueurs, de l'épicerie, de la batterie de cuisine ont été pris, ainsi qu'une pendule, le réveil, une louche oriente, 2 tabacs d'argent, un tapis de peau en chèvre, aussi une lessiveuse et un pot-au-feu laissé dans ma cour ont disparu. J'estime le préjudice à 2000 ou 2500 francs environ. Il n'a pas été causé de préjudice. Il m'est impossible de dire qui a fait cela. Lecture faite à signer. Madame Dubré, Néro Émilie, âgée de 37 ans, femme de Jules, journalier à Goussainville, 3 places des Tilleuls. Il a été affecté à la garde des voies et communications, poste de la ferme des Noues. Le 3 septembre 1914, je devais évacuer. Ils n'ont même pas attendu mon départ, car la veille au soir, à coups de pioche, ils ont enfoncé les portes de la cave en emportant tout ce qu'elle contenait. Je suis malade et très impressionnable et n'ai pu m'opposer à ce pillage. Les témoins pourront attester. On a remarqué que 22 litres de vin et 100 kilos de pommes de terre ont été pris dans la cave. Je ne sais par qui. Et j'évalue le montant de ce vol à 25 francs. Aucune réquisition n'a été donnée. Lecture faite à signer. La maison Briancourt, à laquelle nous n'avions pas touché, la note que nous tenons à votre disposition s'élève à 300 francs. Adeline, 36 ans, femme de René, comptable. Le 3 septembre dernier, vers 8 h du matin, j'accompagnais mon mari à la gare de Goussainville, où il est affecté à la garde des voies et des communications. Et bien chez nous aussi, le pillage avait commencé, à peine une demi-heure après notre départ. Car en rentrant chez nous vers 11 h, la porte était ouverte. Tout était bouleversé, visité, et bien des choses avaient disparu. Dans ma cuisine se trouvaient 2 soldats du 69e régiment d'infanterie qui faisaient la cuisine. Et un médecin-major qui m'a dit qu'il était rentré parce que la porte était ouverte. Le lendemain, après inventaire, j'ai remarqué que 6 chemises d'homme, 3 paires de chaussures d'homme, un complet, un gilet, 2 poêles, une boîte à lait, 2 pots de graisse de 5 kilos chacune, 20 pots de confiture, 6 bouteilles de liqueur, 10 bouteilles de vin, 1 kilo d'huile avait été pris. J'estime le préjudice subi à 200 francs. Je ne sais pas qui a commis ce vol. Je ne connais ni le nom du médecin-major, ni celui des 2 soldats. Lecture faite à signer. Monsieur Couder, Louis, 49 ans, marchand de vin, hôtelier, place de la gare à Goussainville. Je suis parti le 3 septembre à 10 h et suis rentré le 28. Pendant mon absence, tout aussi certainement, à mon départ, tous les vins et les liqueurs qui étaient dans ma cave ont été emportés. J'évalue le préjudice qui m'est causé à 1000 francs. Il m'est impossible de vous dire qui a fait tout cela, car tout le monde était parti à la gare. Lecture faite à signer. La constatation de l'état des lieux chez Madame L'Empereur, chez Madame Balossier ainsi que chez Madame Mermillot à la ferme de la gare des Noues
a été établi le 7 juillet 1914 et a fait l'objet du procès-verbal numéro 265 adressé à Monsieur le gouverneur militaire de Paris. Des renseignements concernant les faits de pillage chez Madame Choquet et d'autres ont fait l'objet du PV numéro 285 du 4 octobre 1914 adressé à Monsieur le gouverneur, Monsieur le procureur de la République à Pontoise. Le dit PV transmis le 5 décembre. Des situations tragiques qui, avec le recul, ne sont pas dénuées d'une certaine ironie. Voici ce qui est arrivé à mon oncle en 1914, alors qu'il fuyait l'approche des Allemands et que lui-même m'a raconté. Il avait quitté sa maison en emportant ce qui lui avait semblé le plus important, sa plaque de cheminée. Pourquoi cela précisément? Mystère. De temps en temps, des avions passaient et canardaient à tout va, et des obus éclataient de temps en temps. Toujours est-il qu'en chemin, il voit une femme en pleurs qui tient son bébé dans ses bras, et à ses côtés, un landau. L'enfant vient de mourir, atteint à travers le landau par un éclat d'obus. Mon oncle s'approche et lui propose son aide. La femme, hébétée, ne répond pas et s'éloigne en tenant son enfant serré dans ses bras. Mon oncle reste là un moment, puis continue son chemin. L'ironie est que, en arrivant à destination avec le landau, au moment de poser la plaque à sa nouvelle place, elle glisse et se brise. Fin de l'histoire. Bien
Notre cher Henri. Notre cher Henri, comment te portes-tu? 3 mois après ta dernière permission et j'attends un heureux événement. Je vais bien. Je suis inquiète. Je veux que tu rentres vraiment. Peux-tu demander une allocation en mer? Tu manques fort à ton petit André et à moi. Nous t'embrassons. Hippolyte. Ma chère Hippolyne, je suis heureux pour la bonne nouvelle. Et pour l'inquiétude, je vais demander une allocation au maire. Et ici, on n'est pas encore retourné en première ligne. Je vais demander une permission pour vous voir. Je vous embrasse bien fort. Henri. Pauline, tu as eu des nouvelles de la potion? Moi, mon mari a écrit, mais toujours pas de réponse. Je ne sais pas. Ça a été accepté, mais je n'ai toujours rien reçu. En espérant que ça vienne avant ton bébé. Bonjour mesdames, vous venez pour la pensée? Ah oui, bonjour. Il est peut-être question que je sois déplacée. Oui, ceux comme moi qui viennent de la Somme, du Nord ou autres, on pourrait être envoyés là où les réfugiés sont moins nombreux. C'est pas possible. Peut-être que pour vous, ça sera beaucoup plus facile. Le problème, c'est que repartir avec 2 enfants, ça risque d'être très compliqué. Tout à fait, oui, tout à fait. Tiens, voilà Madame Amelin, dès que Madame Mamelin, Madame Mamelin. Ah, une lettre. Il est prisonnier, mais pas blessé ce coup-ci. Oh bah lui, il reviendra. Au moins, cette fois-ci, il n'est pas blessé. Exactement. Tiens, ils ouvrent. Ah, ils ouvrent. Monsieur Ambler, vous Saint-Ville le 7 juin 1917. Cher fils, ta mère va bien et ta sœur aussi. Ici, le travail ne manque pas et tu reprendras ta place dès que tu reviendras. Je suis bien fier pour ta médaille, mais fais très attention. 2 blessures déjà, alors ne fais pas plus que ta part. Les voisins te passent le bonjour. On t'embrasse, ton père. Réponse de Jean-Baptiste. Chère famille, je peux enfin vous répondre. Il faut la chercher une Jolivet, Henri, 152e régiment d'infanterie. Vous voyez pas que j'ai une réclamation là? Monsieur le maire de Goussainville, je me permets une demande par rapport à ma femme qui est enceinte. Il faudrait absolument qu'elle reçoive l'allocation eau mobilisée, car je crois que c'est son droit. En plus, elle est seule avec notre petit André, et bientôt un bébé. Et ses parents ne peuvent pas aider. J'espère que par là, vous pourrez aider ma femme, avec mes remerciements. Signé, Jolivet.
29 avril 1916. Monsieur le maire, moi, le vilain Arthur, actuellement au 42e d'artillerie, permettez-moi de venir vous demander un petit service. Ma femme, le vilain Marie-Claire, habite en ce moment votre commune, c'est-à-dire à la chapellerie de Goussainville, Villa Bon Séjour, ainsi que nos 2 enfants, dont ma petite de 10 mois. Avant la guerre, notre pays était Beaucamp-le-Vieux dans la Somme. Alors, voilà, monsieur le maire, la question dont je me permets de vous adresser pour lui faire toucher son allocation, ainsi qu'à mes 2 petites filles dont ils ont droit. Monsieur le maire m'a répondu qu'il fallait faire la demande à monsieur le maire où ma femme habite. Alors c'est pourquoi, monsieur le maire, je me suis permis de vous demander de bien vouloir faire le nécessaire à ce sujet. Recevez, monsieur, mes salutations. Ah, le vilain. Lettre de Sontag André. Falaise, le 12 janvier 1915. Monsieur le maire, je suis très surpris que depuis le jour que j'ai été mobilisé, Madame Sontag n'ait pas encore touché l'aide de la commune suivant la loi du 5 août 1914. Il me semble qu'elle peut m'être appliquée comme à tout citoyen dont le mari faisait vivre la famille de son gars. Tel est mon cas. Comme à tout... Depuis mon départ, ma petite industrie est arrêtée, faute de marchandises, les usines ne fabriquant plus. Naturellement, vous me direz qu'aux yeux du monde, nous avons l'apparence d'être aisés. Mais hélas non, détrompez-vous. Nous redevons surtout. Nous ne sommes ni propriétaires de notre terrain, ni de notre maison. Je vous dirais qu'il n'est pas déshonorant d'être dans cette situation. J'ai bien des confrères qui sont comme moi. Il a été difficile pour moi de faire ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Et de voir maintenant que parti servir sa patrie, que l'on laisse ma femme sans secours. C'est vraiment décourageant. J'ose espérer, monsieur le maire, que vous voudrez bien prendre ma réclamation en considération pour lui faire obtenir son allocation comme à toutes les femmes démobilisées. Recevez, monsieur le maire, mes sincères salutations. André Sontag, soldat au 205 régiment d'infanterie, 25e compagnie, Falaise, Calvados. Ses petites affaires, ses difficultés, ses inquiétudes, ses joies aussi parfois. Souvent pourtant, la mort surgit, terrible, bien réelle et douloureuse. Constance, le 17 mai 1915. Le médecin-chef de l'hôpital de réserve Torquelban a déclaré que le prisonnier de guerre, Henri Jolivet, soldat au 151e régiment d'infanterie,
9e compagnie, marié, ouvrier agricole, âgé de 22 ans, de religion catholique, demeurant à Goussainville, est décédé à Constance, à l'hôpital de réserve Torquelban, le 16 mai 1915, à 10h avant midi. L'employé d'état civil, signé F. Walter. Monsieur le maire, Quoi, monsieur le maire? un télégramme du sous-préfet. Non. Les Américains. Quoi, les Américains? Les Américains? Oh là là, on va lire ça, ce télégramme. Oh là là, vite, mon lorgnon. Sous-préfet à maire Goussainville, Seine-et-Oise. Conformément instruction ministère intérieur, vous prie faire pavoiser monument public aux couleurs américaines en l'honneur entrée en guerre, Grande République États-Unis, et invité administré à arborer drapeau étoilé de notre nouvel allié, à côté drapeau tricolore. Pavoiement durera 3 jours. Mais ça y est, la guerre est finie. Alors, l'armistice est signé. L'armistice avec l'Allemagne a été signé ce matin. Les hostilités sont suspendues ce matin à 11h. Monsieur le Président du Conseil, au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, j'envoie le salut de la France, une et indivisible à l'Alsace et la Lorraine retrouvée. Qu'est-ce qu'ils font d'arrêter votre la garde sur les bords de Rennes? Et puis, calme-toi.
Ils nous ont fait cette victoire. Tous les députés se lèvent. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. L'armistice a été signé à 6h du matin, dans le train spécial du maréchal Foch. La censure interdit encore la publication des conditions jusqu'à l'heure où il en sera donné lecture dans les parlements alliés. L'affreux cauchemar est évanoui. La guerre est virtuellement terminée. Ouais.